It's the age of revolution. Bienvenue à toutes et à tous dans notre émission Les podcasts du Lyon. Mon nom est Véronique Stenger et j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec moi l'historien Romain Fati, senior lecturer à l'université de Flinders en Australie et chercheur associé au Centre d'histoire politique à Paris. Romain Fati, bonjour et merci d'être parmi nous aujourd'hui pour présenter un projet de recherche auquel tu participes et qui s'intitule L'humanitaire résilient, la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 1919-1991. Alors Romain, pour commencer, je te propose de présenter en quelques mots le projet ainsi que son équipe. Alors, l'humanitaire résilient, en anglais Resilient Humanitarianism, est un projet de recherche qui est financé par l'Australian Research Council, qui est l'organe national de financement de la recherche en Australie. Ce projet court de mars 2019 à mars 2023 et s'attache à comprendre le rôle de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, anciennement appelée Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, au sein du mouvement Croix-Rouge, mais aussi son impact sur l'élargissement des missions humanitaires entre 1919 et 1991, c'est-à-dire entre l'immédiate après-guerre de la Première Guerre mondiale et la fin de la guerre froide. L'équipe est menée par Melanie Oppenheimer, qui est professeure à l'université de Flinders en Australie, et composée de 4 autres universitaires, la professeure Susanna Scheck et moi-même, également de Flinders University, elle allemande et moi français, ainsi que 2 collègues britanniques, Neville Wiley, qui est professeur et directeur adjoint de l'internationalisation à l'université Stirling, et Rosemary Cresswell, qui enseigne à l'université de Warwick au Royaume-Uni. Nous sommes tous historiens avec des spécialités un peu différentes et Susanna est géographe, ce qui permet de donner une dimension un peu plus spatiale et géographique au projet. Enfin, on a une assistante de projet, Dr Anne-Marie Reed, qui coordonne le projet, et un doctorant qui travaille également au sein de notre équipe. Lui travaille sur le sang et la transfusion sanguine, qui est un des programmes de la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Bien, merci. Un projet donc pluridisciplinaire et international. C'est un projet qui ambitionne donc de renouveler la manière d'écrire l'histoire de l'humanitaire. Romain, pourrais-tu nous dire en quelques mots quels sont les enjeux historiographiques du projet ? Alors, en quelques mots, je vais essayer de faire très simple. Tout le monde connaît le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. En revanche, la Fédération internationale de la Croix-Rouge, qui réunit les 192 sociétés nationales des Croix-Rouges dans le monde, est un peu moins connue et a été un peu moins documentée. L'historiographie s'est attachée à montrer quel a été le rôle du CICR dans la construction du droit international et dans l'aide humanitaire, principalement au début sur les champs de bataille, parce que c'est de cela dont il s'agit. La Fédération internationale de la Croix-Rouge, qui prend ce nom mais qui avant s'appelait Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, est fondée à Paris en 1919 au sortir de la Première Guerre mondiale. Et son ambition, c'est de réorienter le travail de la Croix-Rouge sur du travail du temps de paix, ce qui est essentiellement différent de l'ambition du CICR, qui réellement travaillait avec les États-nations dans le cadre de conflits internationaux. Donc, la Fédération internationale des Croix-Rouges est moins connue dans son travail de paix, c'est-à-dire par exemple tout ce qui est santé publique, programme de transfusion sanguine, de la Croix-Rouge de la jeunesse, vraiment de la construction de la société de paix. Et nous, ce qui nous intéresse dans ce projet, c'est d'utiliser les archives de la Fédération, qui sont à Genève, qui sont ouvertes, comme celles du CICR, mais qui ont été moins numérisées, disons-le, que celles du CICR, qui sont bien plus connues des chercheurs. Pour ce programme de recherche, bien sûr, on ne peut pas traiter tout ce qui a été fait par la Fédération internationale de la Croix-Rouge depuis 1919, ce serait beaucoup trop ambitieux. Donc, on a divisé le programme de recherche par des case studies, des études de cas. Susanna, par exemple, travaille sur la Croix-Rouge cubaine dans les années 60.
Mélanie, elle, travaille sur un des programmes de la Ligue, qui est le Nursing Bureau, euh, qui a donné en fait un réseau, mais aussi des capacités de training aux infirmières de plein de pays différents. Elle travaille sur la période entre-guerres et puis les années 40 et 50. Moi-même, je travaille sur le rôle de la Croix-Rouge française dans la création de la Fédération internationale. Et donc, chacun a son projet. Comme je le disais, Jordan, qui est le PhD candidate, lui travaille sur les transfusions sanguines, surtout au moment de la décolonisation en Afrique et en Asie du Sud-Est. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est de travailler sur les archives de la Ligue, de la Fédération maintenant. J'emploie ces deux mots de façon interchangeable parce que la Ligue a changé de nom en 91. Mais on ne se limite pas à ces archives de la Ligue. Pour comprendre comment la Ligue a fondé de nombreux programmes, on se penche aussi sur les archives nationales. Susanna sur les archives cubaines, moi sur les archives françaises, Neville et Rosemary sur les archives britanniques, mais aussi les archives américaines, telles que celles de la New York Public Library, John Fitzgerald Kennedy Presidential Library and Museum, celle de Franklin Delano Roosevelt également, la Presidential Library and Museum. Donc l'ambition, c'est de comprendre les programmes de la Ligue, non seulement par ce que la Ligue a documenté de ses propres programmes, mais aussi en le regardant de point de vue externe des sociétés nationales qui font la Ligue. Sinon, ce serait un peu trop simple d'étudier une institution par le biais de ses propres archives. Il va sans dire qu'on utilise aussi les archives du CICR qui travaillent en coopération avec la Ligue. Merci Romain, c'est très intéressant cette multiplication des points de vue pour étudier l'action humanitaire. J'aimerais peut-être revenir sur le titre de votre projet. Ce terme d'humanitaire résilient qui vous sert de fil rouge, à quels enjeux renvoie-t-il exactement ? Est-ce que tu pourrais, Romain, nous expliquer en quelques mots ce qu'il faut entendre exactement par humanitaire résilient ? C'est une excellente question, c'est une question très difficile et peut-être que le titre a une dimension pas présomptueuse, mais disons qu'on est à moitié de chemin, il nous reste encore du temps pour travailler sur ce projet. En fait, l'humanité résilient, c'est un cadre d'analyse plutôt que quelque chose qu'on cherche à démontrer. Si on pose le début du mouvement Croix-Rouge comme étant mené par le CICR, ce qu'on constate, c'est que ce dernier opère en réaction à des conflits. On cite les guerres qu'il y a entre 1863 et la Fondation, donc, et la Grande Guerre. Le CICR coordonne une action qui peut être par rapport aux prisonniers de guerre, qui peut être par rapport à la médecine de champ de bataille, mais c'est en réaction. La Fédération internationale de la Croix-Rouge, qui arrive en 1919, pose les bases d'un humanitaire différent, qui n'est pas en réaction, mais qui est de prévoyance. Et donc, la fédération, appelée la Ligue à l'époque, propose des projets de santé publique, où il faut combattre la tuberculose sur le long terme. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la réaction d'un conflit, on est sur des problèmes de santé publique qui demeurent. Et dans la mesure où ils demeurent, il faut équiper les sociétés nationales sur le long terme. Ça peut être les équiper en leur donnant de l'entraînement, du training dans certains domaines, ça peut être en facilitant la communication entre les sociétés nationales, ça peut être par l'organisation de conférences qui mettent en lien des docteurs, par exemple, et c'est aussi dans le domaine du relief work, c'est-à-dire que la Fédération internationale de la Croix-Rouge se base aussi par son président, Davison, qui est un Américain, sur des travaux qui ont été menés par la Croix-Rouge américaine et la Croix-Rouge japonaise également, et française, lors de catastrophes naturelles ou humaines. Et donc, il s'agit de donner aux sociétés nationales les moyens d'avoir un programme de paix, qu'il soit de santé publique, qu'il soit sur les désastres naturels ou humains, sur le long terme. Donc c'est en cela qu'on appelle ça un humanitaire résilient, parce que c'est un humanitaire prévoyant qui s'inscrit non seulement dans l'immédiat, qui peut être une crise humanitaire, une famine, mais qui s'inscrit également dans le futur
pour donner les capacités aux sociétés nationales des Croix-Rouges de répondre et d'anticiper les problèmes humanitaires futurs qu'il pourrait y avoir. Merci Romain pour ces explications. Donc, dans le projet humanitaire résilient, comme tu l'as expliqué auparavant, vous êtes plusieurs chercheurs à travailler. Romain, tu es en charge, si j'ai bien compris, d'un cas d'étude sur le rôle de la Croix-Rouge française dans la création de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Alors, très bien. Alors, mes collègues travaillent sur des périodes différentes. On a l'entre-deux-guerres, on a la Seconde Guerre mondiale, et puis on a le mouvement de décolonisation également, et puis on va jusqu'aux années 90. Moi, à l'origine, je suis un historien de la Grande Guerre, donc il était logique que pour ce projet, je m'attache à comprendre comment la Croix-Rouge française fait partie des 5 Croix-Rouges fondatrices de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge en 1919 à Paris. Les 5 sociétés sont la société américaine, qui en a pris l'initiative, la Société nationale de la Croix-Rouge japonaise, britannique, italienne et française. On a très bien documenté le rôle des Croix-Rouges américaines et britanniques dans la création de la Ligue. Tu me vois sourire parce que, disons que c'est une historiographie en anglais, anglo-saxonne, et qui a finalement peu documenté le rôle de la Croix-Rouge italienne et de la Croix-Rouge française. Pour la Croix-Rouge japonaise, ça se fait au Japon très bien, avec quelques textes en anglais. Mais quid du rôle de la Société française de la Croix-Rouge, qui à l'époque n'existe pas en tant que Croix-Rouge française, il faut le rappeler, qui est formée en 40, mais il y a un comité central de la Croix-Rouge française qui réunit les 3 associations principales. Et ce comité est dirigé par le général Pau, qui est aussi le président de la Société française pour les blessés militaires. Et cette société, en 19, prend part aux conversations entre alliés, évidemment. Et moi, je me suis dit, mais c'est intéressant, on voit que la Société de la Croix-Rouge française s'internationalise, emboîte le pas aux sociétés américaines et anglaises pour un mouvement de Croix-Rouge international, transnational, pour des programmes de paix. Et donc, je vais aux archives avec cette idée-là. Et en fait, ce que j'ai trouvé, ce qui finalement ne m'a pas tant surpris, c'est que la Croix-Rouge française prend part à la création de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge de manière à pouvoir exclure l'Allemagne. Parce qu'en tant que membre fondatrice, elle a le droit de regard sur qui est accepté comme nouveau membre de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge. Alors qu'on le sait bien que le CICR reconnaît toutes les sociétés nationales, puisque son principe, par essence, c'est d'être neutre. La Ligue n'est pas neutre. Elle a un projet humanitaire, mais aussi un projet de fédération. Et donc la France est une actrice intéressante dans la création et dans les 10 premières années de la Ligue. Et ce qui est très intéressant, c'est que chaque communication qui a trait à la Ligue et qui émane de la Croix-Rouge française a d'abord reçu son aval par le ministère des Affaires étrangères françaises. Il y a une connexion très nette entre le comité central de la Croix-Rouge française et le ministère des Affaires étrangères françaises. Et on voit vraiment que la France, jusqu'en 25, vraiment jusqu'aux accords de Locarno, continue la bataille sur le terrain humanitaire. Et je pourrais donner des exemples par rapport à l'occupation de la Roure. On voit bien que la France utilise la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge un peu contre, ou disons parfois pour faire jouer à son intérêt les relations entre le CICR et la Ligue. Donc c'est le cas d'étude que moi je cherche à développer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle souvent des institutions internationales dans cette époque. C'est vraiment le grand moment de l'humanitaire international et des sociétés internationales, que ce soit la League of Nations, etc. Mais on a peut-être moins étudié le rapport des sociétés nationales à ces institutions et comment elles se positionnent par rapport à ces sociétés internationales pour faire avancer leur propre agenda, on dirait en anglais. Voilà. Merci Romain pour cette présentation de ton cas d'étude extrêmement intéressante. Tu parlais des archives.
On a bien compris que votre projet dépend d'un accès aux archives qui sont éparpillées un peu tout autour du globe. Et je ne peux donc résister à l'envie de te poser une question plus actuelle. Dans le contexte du Covid, de la pandémie, j'imagine que vous avez dû chercher des solutions pour résoudre le problème de fermeture des frontières, mais aussi des centres d'archives. Donc, Romain, pour conclure notre podcast, pourrais-tu nous expliquer dans quelle mesure votre projet qui court jusqu'en 2023 a été impacté par la Covid-19 ? Alors, encore une fois, une vaste question. Je vais peut-être apporter un élément de contexte, qui est que 3 membres de notre équipe, on travaille en Australie, et que comme l'Australie est très très loin du monde, quand on voyage, on prend en photo beaucoup d'archives, parce qu'on n'a pas nécessairement le temps de rester aux archives 3 mois, ou de pouvoir y revenir plusieurs fois, parce qu'on est à 20 000 km, enfin 16 000 de Genève. Donc on a eu la chance d'aller à Genève en juin, toute l'équipe, de travailler aux archives à la fédération ainsi qu'au CICR, et de travailler ensemble, de prendre des photos, des dizaines de milliers de photos, vraiment entre nous 5. On a une Dropbox, on se les partage, mais effectivement, on avait plusieurs séjours de recherche planifiés jusqu'en 2023, et tout ça tombe à l'eau. Peut-être pas pour nos collègues britanniques, mais l'Australie, les frontières sont fermées et le resteront pendant assez longtemps. Ils ont choisi cette politique d'isolation du reste du monde. Donc, nos fonds qui étaient prévus pour voyager en Europe, à Genève, ou pour Suzanne à Cuba, ont été redirigés vers un programme de numérisation des archives en partenariat avec donc la Fédération internationale de la Croix-Rouge, et par le biais de Arkenum. Arkenum, c'est une entreprise de numérisation, pardon. Je crois qu'elle est soit suisse, soit française, et c'est elle qui a numérisé toutes les archives de la Société des Nations, sous mandat des Nations Unies. Et donc, on a commencé à numériser des archives dont nous, on avait besoin, mais également que la fédération mettra en ligne à terme. C'est-à-dire que notre projet, finalement, numérise pour tout le monde, à terme, enfin d'ici quelques mois, des archives de la Croix-Rouge, de la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Par exemple, je citerai ces newsletters internationales de l'époque. Les bulletins de la Ligue également de 39 à 46 seront rendus accessibles. Les rapports du bureau infirmière, enfin c'est le Nursing Bureau en anglais, les rapports du bureau infirmière donc de la Ligue sont numérisés, et également les Executive Committee Meetings and Secretary General Reports de 1939 à 1946. Alors, c'est parcellaire, ça ne résout pas tout, mais là on a plusieurs milliers de pages qui seront rendues publiques par la Fédération internationale. Donc petit à petit, on essaye de construire ces archives numérisées. Alors, ce n'est pas la panacée, hein, il faut être très clair. Je veux dire, quand on est historien et que on a été formé à aller dans des salles d'index, à ouvrir des catalogues, à pouvoir essayer d'approcher un peu tout pour faire notre miel de ce qui nous intéresse, la situation est extrêmement frustrante. Est-ce que ça remet en question la qualité des travaux historiques que l'on va produire ? Ça, c'est une vraie question. C'est non seulement une question méthodologique, mais c'est une question de production des savoirs. Est-ce que la crise du Covid va pousser à finalement une renationalisation des histoires parce que les chercheurs vont pouvoir aller qu'aux archives départementales locales, sauf à avoir des financements importants, ce qui, en plus, joue le jeu des écarts de connaissances et de financement. Donc, on creuse les inégalités. Donc nous, notre principe, c'est que ce qu'on va numériser, on va le rendre public. C'est une petite contribution, mais si chacun s'y met, et c'est un peu le principe de Ion, peut-être qu'à terme, on aura de plus en plus de choses accessibles. Il faut noter que les bases de données anglo-saxonnes qu'on utilise, et même françaises, ont fait un énorme travail de numérisation sur les dernières années. Et je pense que dans les années à venir, on va voir une multiplication de ces bases de données. Ça ne remplacera jamais l'étude sur place, mais ça nous permet de prendre notre mal en patience.
Merci Romain, je te rejoins complètement. Je pense que la numérisation est un défi de taille pour les historiens et pour les centres d'archives également. Et je suis d'accord avec toi, je pense que le YON peut être aussi une plateforme de réflexion sur les moyens de favoriser les pratiques d'échange et plus généralement la numérisation des archives. Romain Et Fati. à ce propos, pardon, si tu le permets, Oui. je t'enverrai un petit message avec l'adresse email de notre assistante de projet. Si parmi vous, il y a des personnes qui ont écouté ce podcast et ont besoin de certaines archives de la Ligue, on ne les a pas toutes. Il y a, je crois, 400 mètres linéaires. Si on a 3 mètres ensemble, c'est peut-être tout ça. Voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact. Si on peut aider, on le fera. Eh bien, très volontiers. Merci pour cette proposition, Romain. Age of Revolution. C'était les podcasts du YON. Merci aux membres du YON d'avoir écouté notre première émission consacrée à l'histoire de l'humanitaire international. Vous pouvez réagir au contenu de cette émission directement sur notre chat via notre site internet. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Years of repression. Age of Revolution. The Age of Revolution.